82 ans, 38 ans à la tête de ma propre brigade, d'abord comme seconde cuisine à Lyon, puis comme chef étoilé avec mon propre restaurant, Le Seuil, installé rue Mercière dans le vieux Lyon, 2 étoiles au guide Michelin pendant 17 ans consécutifs. J'ai cuisiné pour des présidents de la République. J'ai eu mes photos dans Go et Millot, dans Le Monde, dans des magazines américains qui envoyaient leurs journalistes spécialement pour manger dans ma salle. Mon nom était sur la liste des 12 meilleurs chefs de France en 1994. Je veux que tu te représentes cet homme, que tu le vois clairement. La veste blanche immaculée, le couteau de chef forgé à tiers que je gardais dans un étui en cuir cousu main, la façon dont mes commis se taisaient quand j'entrais dans la cuisine le matin, parce que mon entrée signifiait que la journée commençait vraiment. Et maintenant, regarde-moi. 82 ans, dans une chambre de bonne sous les toits d'un immeuble du 8e arrondissement, que je loue à une femme qui ne me demande jamais de nouvelles, parce qu'elle a appris depuis longtemps que je n'en ai pas de bonnes à donner. Je mange des conserves chauffées au micro-ondes dans une cuisine partagée qui sent le chou-fleur froid et l'eau de Javel, et je pense, parfois, le soir, à la sèche en encre noire avec émulsion de citron confit que je servais en amuse-bouche en 1988. Tu crois que le talent protège ? Que la maîtrise technique d'un métier qu'on a mis 30 ans à apprendre te met à l'abri ? Je suis la réponse vivante à cette question, et la réponse est non. Si tu écoutes jusqu'au bout, laisse un mot dans les commentaires, pas un pouce levé. Un mot. Abonne-toi. Pas parce que j'ai quelque chose à te vendre, mais parce que la vérité de ce que je me suis fait à moi-même est la seule chose que je peux encore cuisiner, et je vais la servir complète ce soir pour toi. Je suis né en 1943 à Roanne, dans la Loire, dans une famille qui ne parlait pas beaucoup mais qui mangeait bien. C'est comme ça à Roanne. On exprime l'affection par la table et on laisse les sentiments compliqués dans le placard avec les bocaux de confiture. Mon père tenait une charcuterie sur la place de l'hôtel de ville. Je me souviens de l'odeur du saucisson sec et du fromage de tête le matin, quand il ouvrait la boutique et que l'air froid de l'hiver s'engouffrait dedans. Ma mère faisait une terrine de lapin qui était, je le pense encore aujourd'hui, l'une des meilleures choses que j'ai jamais mangées de ma vie. Et j'ai mangé dans les plus grandes tables de France et d'ailleurs. Je me souviens d'avoir regardé ma mère faire cette terrine et de m'être dit, à 10 ou 11 ans, que ce qu'elle faisait était une forme de magie. Pas la magie des tours de passe-passe, mais la magie de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi, et qui obtient le résultat prévu avec une régularité qui tient du miracle. C'est cette magie-là que j'ai voulu apprendre. À 16 ans, j'ai quitté l'école. Mes parents n'ont rien dit, parce que dans les familles comme la nôtre, on ne disait rien sur les décisions prises. On les regardait tenir ou tomber. Et je suis entré comme apprenti dans la cuisine d'un restaurant à Vichy. J'ai dormi pendant 2 ans dans un cagibi derrière la chambre froide. Je me levais à 5 heures du matin pour réceptionner les livraisons et je me couchais après le dernier service à minuit. Je n'ai jamais regretté une seule nuit de ce sommeil-là, parce que chaque nuit de ce sommeil-là
m'a appris quelque chose que je n'aurais pas appris autrement. À 25 ans, j'étais seconde cuisine au Grand Hôtel à Lyon. À 32 ans, je suis passé premier. À 39 ans, j'ai ouvert le seuil avec les économies de ma vie, un emprunt sur 15 ans et une foi absolue dans ma propre technique. La salle faisait 32 couverts. Les murs étaient en pierre apparente. J'avais 3 tables au fond, avec une vue sur la Saône. La première étoile est arrivée en 1983, 18 mois après l'ouverture. La deuxième en 1986. Ce soir-là, le soir où l'attaché de presse de Michelin m'a appelé pour me confirmer la deuxième étoile, j'ai pleuré dans la réserve sèche, seul, entre les bouteilles d'huile et les sacs de farine. Pas de joie exactement, de soulagement. Que tout ce que j'avais fait depuis Roanne avait abouti à quelque chose de vrai. Mes cuisiniers ont fêté ça avec du champagne. Moi, j'ai repris mon tablier et j'ai fini le service. C'était ça, la discipline. C'était ça, le métier. Et c'est là, dans ce moment de soulagement et de discipline et de champagne que je n'ai pas bu, que je n'aurais pas dû commencer à vouloir quelque chose d'autre pour m'aider à tenir. La cocaïne est entrée dans ma cuisine en 1989 par un de mes sous-chefs, un garçon de Marseille qu'il avait ramené des restaurants de Paris où il avait fait son passage. Dans les cuisines professionnelles des années 80, ça n'était pas rare. C'est même quelque chose dont on parlait peu, mais que tout le monde savait, que dans certaines brigades, dans certains grands restaurants où les services duraient 15 heures et où les chefs attendaient la perfection à chaque envoi, il y avait des choses qui circulaient entre les mains dans les vestiaires. Je l'ai pris pour la première fois un soir de réveillon, le 31 décembre 1989, après un service de 120 couverts où tout avait failli basculer 2 fois et où j'avais tenu la cuisine à bout de nerfs pendant 7 heures d'affilée. Mon sous-chef m'a tendu quelque chose dans la réserve à 2 heures du matin et il m'a dit « Chef, vous avez besoin de décompresser ». Et il avait raison. J'avais besoin de décompresser. Ce que j'aurais dû faire, c'est rentrer chez moi et dormir. Ce que j'ai fait, c'est autre chose. Et dans les minutes qui ont suivi, j'ai compris pourquoi les gens recommençaient. Parce que toute la tension de la soirée, tous les envois, tous les coups de feu, toute la pression de la perfection s'est dissoute et a été remplacée par quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un sentiment de puissance sans effort, de maîtrise sans coup. J'avais 46 ans, j'étais chef 2 étoiles, et j'avais trouvé quelque chose qui me faisait sentir que j'aurais pu en avoir 3 sans que ça me coûte rien. Ce mensonge a duré 6 ans avant que quelque chose craque. 6 ans de service, de couverts, de critiques dans les journaux qui ne voyaient pas encore ce que les gens les plus proches commençaient à voir. 6 ans pendant lesquels j'ai regardé en face chaque matin ma brigade. Des jeunes gens qui avaient fait des demandes de stage de toute la France pour travailler sous mes ordres. Et j'ai dirigé ces services avec la même autorité technique que j'avais toujours eue, parce que la technique, elle, ne mentait pas encore. Le corps peut maintenir la forme longtemps après que l'âme a abandonné le projet. 6 ans pendant lesquels j'ai cru que je gérais ça comme je gérais ma brigade,
avec discipline, avec rigueur, avec la certitude que je savais exactement ce que je faisais et jusqu'où j'allais. Ma femme Hélène a vu les signes avant moi. Hélène gérait la salle et les réservations depuis l'ouverture du seuil, et elle avait l'œil d'une femme qui a passé 15 ans à observer les gens autour d'une table, à lire ce que les gens ne disent pas sur leur visage. Elle m'a parlé en 1993. Elle m'a reparlé en 1994. En 1995, elle a arrêté de me parler de ça et j'ai compris, sans qu'elle le dise, que ça signifiait quelque chose de pire que de m'en parler. La deuxième étoile a été retirée en 1997. Michelin ne t'envoie pas de lettres. Tu le sais parce que le guide sort et que ton nom n'a plus le même nombre de symboles à côté. J'ai appris ça un matin de mars au prix unique du coin en feuilletant le guide sur le présentoir comme si c'était n'importe quel livre. J'ai refermé le guide, je l'ai reposé et je suis sorti sans rien acheter. Je suis rentré à pied jusqu'au restaurant, 20 minutes à travers le vieux Lyon, le long de la Saône, dans un froid de mars qui piquait les joues, et je ne me souviens pas d'avoir pensé quoi que ce soit pendant ce trajet. Je suis entré dans la cuisine vide, j'ai posé mon manteau sur un tabouret, et j'ai ouvert la réserve, et j'ai préparé le seul service pour lequel je savais encore exactement ce que je faisais. Hélène est partie cette année-là. Elle a pris notre fille Camille, qui avait 14 ans, et elle est allée chez sa sœur à Grenoble. Elle n'est pas revenue. Le seuil a fermé en 2001, après 4 années de descente progressive pendant lesquelles j'ai essayé, sincèrement, avec ce qui me restait, de maintenir le niveau, et pendant lesquelles la clientèle a senti, comme une clientèle de restaurant sait toujours sentir, que quelque chose avait changé dans la cuisine. Les gens ne venaient plus pour la cuisine, ils venaient parfois par fidélité, par nostalgie, et la nostalgie est le pire des critiques gastronomiques, parce qu'elle compare ce qui est à ce qui était, et le verdict est toujours le même. Le mobilier de la salle a été vendu aux enchères. Les couteaux de chef, mon couteau de tiers, l'étui en cuir cousu main, ont été emballés dans un carton et mis dans un garde-meuble que j'ai fini par ne plus payer. Il faut que je te dise quelque chose sur les années entre la fermeture du seuil en 2001 et aujourd'hui. Parce que si je saute directement à aujourd'hui, tu pourrais croire que c'est allé vite, et ça n'est pas allé vite. C'est allé très lentement. J'ai passé presque 5 ans à Lyon après la fermeture, dans un appartement de la rue de la Part-Dieu, à travailler de temps en temps comme consultant pour des restaurateurs qui voulaient améliorer leur carte, mais qui n'avaient pas les moyens d'embaucher quelqu'un avec mes références à plein temps. Puis il y a eu Paris, parce que quand on n'a plus où aller à Lyon, on va à Paris, comme si la taille de la ville pouvait absorber ce qu'on n'arrive plus à contenir. À Paris, j'ai fait des choses dont je ne vais pas parler dans le détail, parce que les détails ne changent pas la conclusion, et que la conclusion est la suivante. J'ai tout fait pour maintenir quelque chose qui n'avait plus rien à maintenir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Il y a une spécificité dans la descente d'un cuisinier que je veux te décrire, parce que c'est une chose que personne ne dit jamais. Quand tu as passé 40 ans à travailler avec tes mains, à sentir la texture d'une pâte,
à savoir à la chaleur de ta paume, si une poêle est à la bonne température, à doser une réduction à l'œil sans jamais peser, ton corps a une mémoire musculaire qui est indépendante de tout le reste. Je pouvais être dans un état qui ne m'autorisait à rien d'autre, et mes mains savaient encore comment tenir un couteau. Ce n'est pas une consolation. C'est la chose la plus triste que je sache sur moi-même, que mes mains ont continué à savoir faire ce que mon cerveau avait décidé de détruire. J'ai 82 ans et je vis dans cette chambre sous les toits. Camille habite à Bordeaux. Elle est chef de projet dans une entreprise que je ne connais pas. Elle a une fille de 7 ans que je n'ai jamais rencontrée et dont j'ai vu des photos 2 ou 3 fois sur les réseaux sociaux, sur le profil qu'elle ne m'a pas bloqué, mais que visiblement elle ne consulte pas pour savoir si j'y suis. Et elle répond à mes messages en 3 mots depuis 5 ans. Bien, merci. Toi ? Hélène vit à Grenoble avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré non plus. Il y a dans le tiroir de ma table de nuit une photo, une seule, qui date de novembre 1986, prise dans la cuisine du Seuil le soir de la 2e étoile, avant que je ne rentre dans la réserve pour pleurer. On me voit dans la veste blanche, les bras croisés, avec l'expression de quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il est en train de perdre. Je garde cette photo parce que c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu exactement ce que je voulais et où je l'ai su en temps réel, pendant quelques secondes, avant que ça commence à s'effriter. La cuisine m'a appris quelque chose que j'aurais dû appliquer à tout le reste de ma vie, que la qualité d'un plat, c'est la somme de milliers de gestes répétés avec attention, et que quand tu commences à substituer l'attention par quelque chose d'autre, par la vitesse, par l'habitude, par l'illusion que tu sais déjà, le plat ne s'effondre pas immédiatement. Il se dégrade lentement, imperceptiblement, jusqu'au jour où quelqu'un à la table remarque que quelque chose ne va pas et n'arrive pas à dire quoi. C'est comme ça que j'ai perdu ma vie, pas d'un coup, par substitution progressive, geste après geste, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui ressemblait à ce que j'avais construit. Si tu es quelque part dans le début de cette histoire, si tu te dis que toi tu maîtrises, que toi tu sais exactement où sont les limites et comment ne pas les franchir, écoute-moi. Pas parce que je suis sage, je suis un homme qui a eu 2 étoiles Michelin et qui mange des conserves réchauffées au micro-ondes. Écoute-moi parce que j'étais exactement toi, 40 ans en arrière, avec ma veste blanche et mon couteau de tiers, et la certitude absolue que la technique était ma protection. Elle ne l'est pas. Rien ne l'est. Et si par hasard tu travailles dans un métier où la pression est physique, où les journées ne finissent jamais avant minuit, où la perfection est la seule norme acceptable, et où la médiocrité est une honte publique, alors écoute-moi encore plus attentivement. Parce que ces métiers-là créent exactement les conditions dans lesquelles quelque chose qui soulage devient quelque chose dont on ne peut plus se passer. Pas par faiblesse, par épuisement, par ce besoin fondamental d'être, pendant quelques heures, quelqu'un qui n'est pas en train de tout porter. Le soulagement n'est pas une faiblesse, c'est une réponse humaine à une pression inhumaine. Le problème, c'est ce qu'on utilise pour le trouver.